Dans cette rubrique, 15 mesures ont été introduites par la loi de finances 2022. Les entreprises commerciales ont connu une légère, voire une faible augmentation de la pression fiscale cette année. Dans l'ensemble, ces mesures visent pour la plupart un objectif de soutien des entreprises dans un contexte de relance suite à la crise sanitaire liée à la pandémie Covid-19. Mais également, il existe quelques mesures d'élargissement de l'assiette fiscale puisque l'État poursuit toujours sa mission régalienne de collecte des recettes pour son fonctionnement. Nous allons aborder ces mesures par secteur d'activité et ensuite se pencher sur les mesures à caractère général. Concernant le secteur pétrolier, il avait été constaté par le législateur que certaines dispositions du nouveau Code pétrolier camerounais de 2019, notamment son article 110, n'avaient pas été transposées dans le Code général des impôts. Cet article exonère de TSR en phase de recherche et de développement les rémunérations versées par les titulaires de contrats pétroliers et leurs sous-traitants aux prestataires à condition que ces derniers ne disposent pas d'un établissement stable au Cameroun et qui fournissent des prestations à prix coûtant. Pour précision, les facturations à prix coûtant, ce sont des facturations qui sont faites à marge ou au prix d'achat effectif. Donc, revenons à notre sujet, nous constatons que cette mesure a été transposée dans le Code général des impôts de 2022 et que cette démarche s'inscrit dans un souci d'harmonisation des dispositions fiscales avec celles du nouveau Code pétrolier. L'objectif de cette mesure vise à alléger la charge fiscale des opérateurs pétroliers dans ce secteur à risque, puisque plusieurs projets de recherche ne conduisent pas toujours à la découverte d'un gisement de réserve de pétrole. Et c'est dans ce même état d'esprit d'allègement que le législateur a entrepris pour ces opérateurs qui ne remplissent pas les conditionnalités citées précédemment de se voir appliquer un taux réduit de TSR qui a été revu à la baisse cette année et qui passe de 5% à 3%. Concernant le secteur maritime, il avait été instauré en 2019 un taux super réduit de TSR de 2% aux sociétés de transport maritime de droit camerounais sur les rémunérations qui versaient à l'étranger pour les prestations de location et d'affrètement de navires, la location des espaces sur les navires étrangers. Ce taux super réduit leur avait été appliqué compte tenu de l'absence d'expertise locale pour la réalisation des dites prestations au Cameroun. Donc, la loi de finances 2022 vient relever le taux de TSR de ces opérations à 3%. Cette modification est justifiée par l'administration fiscale comme une rationalisation du taux de TSR dont le prélèvement était difficile du fait de la multitude. Par exemple, ils ont décidé de fusionner le taux réduit de 5% et le taux super réduit de 2% en un taux unique de 3%. Mais de notre analyse, il s'agit simplement d'une mesure d'élargissement de l'assiette fiscale dans un secteur d'activité en pleine compétitivité. Concernant le secteur financier, depuis quelques années, les sociétés de transfert de fonds sont en expansion au Cameroun, notamment, et sans faire de publicité, MoneyGram, Western Union, RIA, pour ne citer que cela. Donc, elles proposent des services de transfert d'argent à l'international à des coûts inférieurs à ceux des banques, tout en garantissant un même niveau de sécurité et de fiabilité. Donc, ces entreprises sont caractérisées par la rapidité des transferts d'argent à l'international et l'application d'un taux de change faible. Mais pour la réalisation de leurs prestations, elles travaillent avec des entreprises de transfert de fonds situées à l'étranger, à qui elles versent des commissions pour toute opération d'envoi depuis le Cameroun via leurs services. Mais conformément à l'article 225 du Code général des impôts, sont soumis à la TSR toutes les sommes versées à l'étranger par des entreprises domiciliées au Cameroun en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées au Cameroun. C'est à partir de cette définition qu'étaient assujetties au taux de 15% les commissions versées aux entreprises de transfert de fonds situées à l'étranger. Et c'est dans l'objectif de faciliter les opérations de transfert d'argent à l'international et de protéger le secteur d'activité de transfert de fonds que le législateur a décidé de réduire en 2022 le taux de TSR de 15% à 3%
applicable sur ces commissions en déduction de la quote-part due aux partenaires locaux, aux sociétés de transfert de fonds locales. Concernant le secteur agricole, la mesure suivante s'inscrit dans un soutien de relance de la filière qui a été impactée par la crise sanitaire, la crise sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et par des conditions climatiques défavorables qui ont fait reculer la production de la banane au cours des dernières années. Donc, ces mesures de soutien, notamment l'exonération des droits et taxes intérieures en faveur de la filière banane, varient selon que l'entreprise soit située en zone économiquement sinistrée ou non. Lorsque l'entreprise est située en zone économiquement sinistrée, elle bénéficie sur une période de 7 ans des exonérations des impôts et taxes, notamment la patente, l'IS, la TVA, le droit d'enregistrement, la taxe foncière et une dispense des charges fiscales et patronales sur le salaire. Et elle bénéficie également sur une période du gel du paiement des dettes fiscales. Lorsque les entreprises sont situées hors de la zone économique sinistrée, l'entreprise bénéficie sur une période de 7 ans d'un abattement de 50% du taux d'acompte d'IS et du minimum de perception. L'objectif de cette mesure vise à soutenir et à accroître la contribution de cette filière qui est une source d'emploi et de devises à la croissance économique du pays. Donc, il convient de noter que la banane reste le 3e produit d'exportation du Cameroun après le pétrole, le bois sans légumes et débité. Je voudrais savoir si vous voyez toujours la présentation. D'accord, je la remets. Merci pour vos retours, c'est très gentil. La présentation se recharge. Quelques minutes, s'il vous plaît. Nous nous excusons le temps que Marceau relance la présentation dont nous vous demandons de patienter. D'accord. C'est bon, vous voyez la présentation, j'espère.
Bon, par la suite, nous passons aux autres mesures d'ordre général. Ok, c'est bon, tout le monde est à jour. C'est bon. Bon, nous aborderons en première mesure celle relative à la réduction du taux des droits d'enregistrement applicables aux conventions assimilables aux cessions de fonds de commerce et aux cessions massives de titres sociaux. Tout d'abord, le législateur, visant l'objectif d'élargir l'assiette fiscale, a soumis en 2021 au taux de 15% l'enregistrement d'une part des conventions assimilables aux cessions de fonds de commerce sans qu'il y ait cession de clientèle, et d'autre part les cessions qui octroient au profit du cessionnaire la détention directe ou indirecte de plus de 50% des titres sociaux. Pour rappel, ces conventions étaient enregistrées au taux de 2%. Donc, l'application de ce taux de 15% s'est heurtée à des contestations au motif qu'elle favorisait le frein de la circulation des capitaux nécessaires à la restructuration des entreprises dans le cadre de la cession de plus de 50% des titres. Par ailleurs, les dispositions de l'acte uniforme relatif au droit commercial général indiquent qu'une cession de fonds de commerce implique une cession de clientèle. Donc, par conséquent, l'assimilation de ces conventions au régime d'enregistrement de fonds de commerce à 15% était inopérante. C'est à ce titre que le législateur de 2022 a décidé de rectifier en les assujettissant désormais au taux moyen de 5%. La mesure suivante porte sur l'institution d'un régime de réévaluation libre des actifs. La loi de finances de 2022 instaure un régime d'étalement sur une période de 5 ans de l'imposition de l'écart de réévaluation suite à la réévaluation libre des immobilisations corporelles et financières. Qu'est-ce que c'est que la réévaluation? La réévaluation d'actifs, en fait, elle permet aux entreprises de renforcer leurs capitaux propres et d'offrir une image plus fidèle de leur patrimoine en actualisant la valeur des éléments d'actifs immobilisés. Les entreprises peuvent procéder à la réévaluation libre d'actifs jusqu'au 31 décembre 2022. Passé cette date, donc, nous notons qu'avant la loi de finances 2022, les écarts de réévaluation d'actifs étaient imposables immédiatement. Compte tenu du contexte de crise économique lié à la pandémie Covid-19 qui prévaut, les entreprises bénéficient désormais d'un différé d'imposition. C'est la raison pour laquelle c'est une mesure de soutien aux entreprises et une mesure de relance de l'économie. La prochaine mesure porte sur la consécration du transfert des créances et des dettes fiscales au profit d'une autre société dans le cadre des opérations de restructuration. Précisément, qu'est-ce qu'il en est? Concernant la mesure suivante, il avait été constaté que la réalisation des opérations de restructuration d'entreprise se heurtait au problème de rattachement des crédits de TVA des sociétés absorbées à la société absorbante. Donc, durant une longue période, le silence de la loi fiscale a laissé place à plusieurs interprétations divergentes. Et c'est dans l'objectif de pallier ces insuffisances que la loi de finances 2022 consacre le principe de transfert des créances et des dettes fiscales dans le cadre des opérations de restructuration d'entreprises, fusion et décision. Par conséquent, il est possible, spécifiquement dans le cas de la TVA, de transférer les crédits de TVA dûment validés par l'administration fiscale des sociétés absorbées vers les sociétés absorbantes, de les déduire dans leur déclaration de TVA et même d'en demander le remboursement. La mise en œuvre de ces opérations est toutefois conditionnée par l'assujettissement de la société absorbante à la TVA. L'autre mesure concerne la simplification des conditions de déductibilité des pertes relatives aux créances douteuses d'un montant inférieur à 500 000 francs. Il faudra rappeler qu'avant la loi de finances 2022, étaient uniquement admises en déduction les pertes relatives aux créances irrécouvrables. Pour leur déductibilité, il fallait rapporter la preuve de l'épuisement de l'ensemble des voies et moyens de recouvrement amiable forcé. Cette exigence de preuve est nécessaire dans la mesure où elle permet d'écarter le risque de
fantaisiste des charges. Mais dans la pratique, sa mise en œuvre pour les créances douteuses est faible, de faible montant, s'avère problématique car c'est une procédure longue et fastidieuse et coûteuse. Je prends un exemple. Pour une entreprise, pour l'épuisement des procédures de recouvrement d'une créance de 500 000 francs, une entreprise peut supporter des frais d'environ 300 000 francs à travers des dépenses de procédure, notamment la mise en demeure par exploit d'huissier, l'injonction de payer, la saisie conservatoire de créances et autres. Donc, c'est la raison pour laquelle la loi de finances 2022 vient consacrer désormais la déductibilité des pertes relatives aux créances douteuses, mais précisément lorsqu'elles ont un montant inférieur à 500 000 francs. Donc 499 999, pas 500 000. Et lorsqu'elles ont fait l'objet d'un provisionnement sur une période de 5 ans. Et dans ce cas, il n'y a pas l'obligation de justifier ou non de l'épuisement des voies de recouvrement. Donc, dans l'ensemble, cette mesure permet d'une part de soutenir les entreprises qui font face à de nombreux impayés dans un contexte de relance économique post-Covid, et d'autre part, elle s'harmonise avec la réalité en alignant le passage en perte des créances douteuses au délai de prescription des créances commerciales qui est de 5 ans. C'est bon, tout le monde me suit? La prochaine mesure, merci pour vos retours. La prochaine mesure intervient dans un contexte où certaines entreprises, en plus de leur activité principale, et dans un but d'optimiser leur marge, exercent des activités accessoires susceptibles de faire l'objet d'une exploitation indépendante. C'est le cas, par exemple, d'une entreprise industrielle qui réalise l'activité de transport pour la distribution de ses produits. Cette pratique, en fait, favorise la concurrence déloyale car les prix facturés au titre de l'activité accessoire n'obéissent généralement pas au prix de marché. Et la conséquence étant pour l'administration fiscale la réduction de son assiette fiscale. C'est donc dans le souci de garantir une saine concurrence et de mettre fin à cette forme d'évasion fiscale que le législateur de 2022 a institué pour ces entreprises l'obligation de comptabilité séparée ressortant le résultat de chacune des activités. Mais en fin d'exercice, c'est une seule DSF qui doit être produite. Elles ont également l'obligation, ces entreprises, de déclarer et de payer les impôts spécifiques à l'activité accessoire. Pour rendre la mesure plus contraignante, il est prévu comme sanction fiscale la réintégration au résultat de l'activité des bénéfices minorés lorsque les prix pratiqués au titre de l'activité accessoire sont inférieurs à ceux du marché. Concernant la mesure suivante sur la fixation réglementaire des taux d'amortissement spécifiques à certains secteurs d'activité, il a été constaté que les éléments d'actifs et les taux d'amortissement arrêtés dans le Code général des impôts ne prennent pas en compte les évolutions technologiques des différents secteurs d'activité. Sachant que la dernière mise à jour du Code général des impôts relative aux amortissements date de près de 10 ans, il était observé que ces taux d'amortissement pratiqués sur les immobilisations de certains secteurs d'activité ne correspondent plus à leurs conditions d'utilisation. C'est pour remédier à cette situation, la loi de finances 2022 de fixer ces taux d'amortissement spécifiques par voie réglementaire. Donc là, c'est sous réserve de la circulaire de la loi de finances 2022. Des tests particuliers pourraient être pris de manière conjointe avec le ministre des Finances et le ministre du secteur d'activité concerné. À cet effet, chaque secteur d'activité pourrait saisir les autorités compétentes dans la démarche de ces réformes. Donc, saisir le ministre du secteur d'activité déjà pour entamer les démarches concernant la modification des taux d'amortissement. Nous passons à la slide suivante qui parle de la mesure emploi jeune.
Concernant la mesure emploi jeune, c'est une mesure qui est instituée depuis 2016 et qui fait l'objet d'aménagements fréquents. Pour cet exercice de 2022, la mesure a été étendue à toutes les entreprises qui offrent des stages pré-emploi aux jeunes diplômés dans le cadre d'un programme de formation et d'insertion socio-professionnelle conduit par le FNE. Rappelons que le FNE a déjà mis en place divers programmes d'emploi, dont il s'agit du programme emploi diplômé, du programme retraite emploi jeune, du programme d'appui à l'insertion des diplômés de l'enseignement supérieur. Donc, concernant le stage pré-emploi, il ne doit pas excéder une période de 2 ans. Et durant cette période, les indemnités versées par les entreprises sont exonérées d'IRPP, de crédit foncier, la part patronale et la part salariale, de la contribution patronale au FNE, de la redevance audiovisuelle et de la taxe de développement local. Concernant la prochaine mesure, elle porte sur la consécration de l'exonération d'IS des dons effectués par les entreprises dans le cadre de la reconstruction des zones économiquement sinistrées. Donc, la loi de finances 2022 consacre la déductibilité totale des dons et libéralités qui ont été versés par les entreprises au cours de l'exercice 2021 en vue de financer le plan présidentiel de reconstruction et de développement des zones économiquement sinistrées, précisément l'extrême nord, le nord-ouest et le sud-ouest. Ce plan de développement d'un montant de 89 milliards de francs CFA est en partie financé par les dons des entreprises. Il a pour objectif la construction et la réhabilitation des infrastructures à caractère social et économique dans ces régions, notamment les écoles, les routes, les hôpitaux, les habitations et les marchés. Nous notons que cette mesure vise à neutraliser la charge fiscale qui découle des dons des entreprises, puisque dans le droit commun, les dons ne constituent pas des charges déductibles du bénéfice imposable. Ensuite, nous passons à la dernière mesure des entreprises qui s'applique aux entreprises commerciales. Il s'agit de l'institution de la taxe sur les transferts d'argent. Donc, concernant l'activité de transfert d'argent à la téléphonie mobile, elle a été lancée en 2011 au Cameroun et elle connaît une croissance remarquable avec un volume de transactions estimé à près de 11 000 milliards de francs CFA en 2020. Donc, compte tenu des difficultés que rencontre l'État à capter les ressources pour son développement, le législateur de 2022 a institué une fiscalité spécifique à ces opérations de transfert d'argent dont le rendement projeté est estimé à près de 20 milliards de francs CFA au titre des recettes fiscales. Par conséquent, une taxe spécifique est instaurée à toutes les opérations de transfert d'argent réalisées par les personnes physiques ou morales par voie électronique, de téléphonie, télégraphie, télécopie, à l'exception des virements bancaires et quelques autres exceptions. Donc, la taxe sur les transferts d'argent est liquidée au taux de 0,2% transféré ou retiré. Exclusion faite de la commission facturée par les entreprises prestataires, dans les entreprises de prestation de paiement. En d'autres termes, les frais d'envoi et de retrait facturés ne sont pas compris dans la base de calcul de la taxe. De même, la taxe sur le transfert d'argent est exclue de la base imposable de la TVA. Bien que l'institution de cette taxe connaisse de vives oppositions par les consommateurs finaux, l'administration fiscale mène des actions de communication visant à présenter un faible impact socio-économique de la taxe qui serait sans incidence majeure sur les charges des entreprises. Mais comme ils ont, à titre d'illustration, ils ont dit un transfert de 50 000 francs, la taxe sur le transfert de fonds de 100 francs. Donc, nous voyons que c'est minime, mais constitue quand même une mesure qui renflouera les caisses des États et participera au développement du pays. Mais bon. Arrivé au thème de ma présentation, je vais passer la parole à ma collaboratrice Laure Baudet qui vous présentera les mesures liées au contrôle et contentieux fiscal. Je vous remercie. Laure, tu continues, s'il te plaît.
Marceau, merci de me laisser la parole. Merci à tous de participer à ce séminaire. Nous allons poursuivre la présentation avec... Oui, oui, Serge. Alors, oui, voilà, je voudrais apporter quelques informations techniques. Voilà, je présente au nom de l'équipe du département de TAS en égard des excuses pour le petit décalage qu'il y a eu tout à l'heure, cet incident technique sur la présentation, mais vous n'avez rien perdu de la présentation. Donc, nous tenons à vous indiquer que le chat est ouvert, reste ouvert pour poser toutes vos questions relatives à la présentation au webinaire. Voilà, pour les supports, ceux qui voudraient obtenir les supports, donc on va indiquer nos adresses mail dans le chat. Donc, vous êtes priés de nous envoyer, de nous saisir au travers de ces adresses email pour que vous puissiez entrer en possession des supports. Donc, je vous remercie. Alors, je te repasse la main. D'accord, merci Serge de me laisser la parole. Merci à tous de participer à ce séminaire. Nous allons poursuivre la présentation avec les mesures consacrées notamment au contrôle contentieux fiscal. Le point que nous allons aborder en premier concerne notamment la clarification des modalités d'assistance aux contribuables lors des contrôles et procédures devant l'administration fiscale. Pour rappel, comme vous le savez déjà, les articles L13 et L120 consacraient pour le contribuable la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix dans le cadre des procédures devant l'administration fiscale et la juridiction administrative. Cette disposition répond à tout professionnel justifiant d'une en la matière. Toutefois, sans être exhaustive, au rang de ces experts, nous avons les conseils fiscaux, les experts comptables, les avocats. Mais avec l'innovation de la loi des finances pour les exercices 2022, avec le souci d'harmonisation de la législation, fiscale interne avec le règlement CEMAC de 2011 portant statut de la profession de conseil fiscal révisé, il est admis aujourd'hui que seuls les experts fiscaux agréés CEMAC ou exerçant auprès d'un centre de gestion agréé sont autorisés à assister les contribuables lors des contrôles sur place ou à l'occasion des recours devant l'administration fiscale. Toutefois, il faut relever que devant les juridictions administratives, les contribuables demeurent libres de se faire assister par un conseil de leur choix. Ce qui suppose que le contribuable pourrait faire appel au service d'un avocat, d'un expert comptable agréé CEMAC ou d'un expert fiscal. Il faut dire qu'au moment de l'adoption de cette mesure par le Parlement, cela a suscité quelques débats entre les experts compétents pour certifier les comptes des entreprises et les professionnels de la fiscalité. Autre point que nous allons voir maintenant concerne les précisions sur les modalités de décompte du délai de pièces de procédure notifiées en ligne par l'administration fiscale. Avec la dématérialisation des procédures entamées depuis quelques années déjà, l'administration fiscale notifiait les pièces de procédure, notamment l'avis de vérification, la notification de redressement, l'avis de mise en recouvrement en ligne auprès du compte des contribuables sur la plateforme de la DGE. Mais seulement l'article L8 quater de la loi des finances de 2019 avait consacré la notification des pièces sans toutefois indiquer le délai à partir duquel on pouvait valablement commencer à décompter le délai de transmission de ces documents. Désormais, afin d'éviter d'importants contentieux, le législateur a, dans le cadre de la loi des finances pour l'exercice 2022, indiqué que la computation des délais se fait 48 heures après l'émission de l'accusé de réception par le système informatique de l'administration fiscale. Ce qui suppose que le contribuable soit connecté à ce moment à son compte ou qu'il ait ouvert le mail envoyé par le système informatique de la DGI. Autre point à présent concerne celui relatif à l'allègement des sanctions en cas de paiement spontané des impositions relatives aux contrôles fiscaux. Pour mémoire, l'article L87 du livre de procédure fiscale prévoyait uniquement 3 taux en matière de pénalité. On avait le taux de 30% en cas de bonne foi,
100% en cas de mauvaise foi et 150 en cas de manœuvre frauduleuse. En application des nouvelles dispositions de la loi de finances pour cet exercice, il a institué une pénalité de principe de 15% sur les impositions acceptées suite à un contrôle fiscal. Il convient de relever tout de même que la pénalité de principe susmentionnée est insusceptible de remise gracieuse ou de transaction ultérieure lorsqu'elle est acceptée bien évidemment par le contribuable. L'objectif principal ici est d'encourager le physique fiscal des contribuables. Le point suivant va porter sur les précisions du champ d'application de l'assistance judiciaire en matière fiscale. Sur ce point, la loi des finances pour l'exercice 2002 apporte des précisions quant au fait que l'assistance en matière judiciaire ne se limite qu'aux seuls contribuables relevant du régime de l'impôt libératoire. Cette disposition vient en réalité s'aligner à celle de la loi de 2009 portant organisation de l'assistance judiciaire. Concrètement, cette mesure dispense les contribuables relevant de l'impôt libératoire de l'acquittement de la consignation au moment de la recevabilité de la demande de sursis de paiement. L'objectif étant de limiter le recours abusif à l'assistance judiciaire pour ceux des contribuables qui ne bénéficieraient pas en réalité de cette mesure. Pour finir le module, nous avons le dernier point consacré à l'extension du champ d'application du droit de tel spécifique de 25 000 francs aux demandes de remise gracieuse. La loi de finances pour l'exercice 2022, en ses articles 470 et 557 bis, avait déjà institué un droit de tel spécifique de 25 000 applicable à toutes les réclamations contentieuses et gracieuses. Les demandes de sursis de paiement et de compensation depuis l'application de la loi de finances au 1er janvier 2022, le droit de tel spécifique s'étend également aux demandes de remise et de modération de pénalités. Merci pour votre attention. Je laisse la parole à Abel pour les mesures de rationalisation fiscale. Merci Laure pour m'avoir passé la parole. Premier Abel, on ne t'entend pas. Tu as coupé le micro, il faut le réactiver et reprendre la présentation. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Vous m'écoutez, j'espère. Bonjour à tous et à toutes. Vous me suivez, j'espère. D'accord. Ok. Désolé pour ce petit désagrément. D'accord. Merci de participer à ce webinaire. Nous allons poursuivre avec la présentation et les mesures consacrées à la fiscalisation des non-professionnels. La loi de finances 2022 introduit une innovation majeure dans le dispositif fiscal camerounais. Abel, s'il te plaît. Oui. Abel, s'il te plaît, j'aimerais apporter une précision avant que tu ne continues. D'accord, Serge, vas-y. Voilà, il s'agit juste de préciser à l'ensemble des participants de ne pas laisser leurs adresses email dans le chat pour plus de sécurité. Donc, il y a l'adresse de Marceau qui a été partagée et ils peuvent lui écrire la saisie pour les supports de présentation. Voilà, merci. Donc, tu peux continuer. D'accord, merci Serge. Une fois de plus,
La loi de finances de 2022 introduit une innovation majeure dans le dispositif fiscal camerounais en consacrant un régime fiscal spécifique aux organismes à but non lucratif, tout en les distinguant des trois régimes d'imposition en vigueur, que vous connaissez tous d'ailleurs, j'en suis sûr. Le régime de l'impôt libératoire, le régime du simplifié et celui du réel. Ces organismes étaient déjà assujettis à des obligations légales, mais l'absence d'un régime propre à leur statut rendait leur administration difficile. Dans la même lancée, le législateur a consacré le régime fiscal spécifique aux organismes à but non lucratif, ce qui vient clarifier leurs droits et obligations et qui s'articule suivant plusieurs points. On a tout d'abord la définition même du régime des organismes à but non lucratif, parce qu'on ne peut pas parler d'organismes à but non lucratif sans savoir réellement ce que c'est. La loi de finances de 2022, à son article 93 nonies bis, énonce les personnes morales relevant du régime d'imposition des organismes à but non lucratif. Il s'agit de toute entité dotée de la personnalité juridique ou non, publique, privée ou confessionnelle, y compris les fondations qui n'ont pas pour but la recherche de bénéfices aux fins de distribution entre ses membres et dont l'activité n'est pas en concurrence avec celle réalisée par les entités à but lucratif, notamment sous réserve des conventions internationales. Nous avons les organismes internationaux et les organisations non gouvernementales. Nous avons également des établissements publics et les collectivités territoriales décentralisées, ainsi que leur régie, des services publics, à l'instar du FECOM, de l'Agence de régulation des télécommunications, de la CIATV, du Fonds national de l'emploi, des régions et des communes, bien sûr tant d'autres. Nous avons également des sociétés ou organismes reconnus d'utilité publique, à l'instar du CERAC, des offices publics d'habitation à bon marché, c'est-à-dire l'ASI, la Société immobilière civile. Nous avons des associations de toute nature, de droit ou de fait, les mutuelles, les clubs et les cercles privés. En fait, toute association religieuse ou église, comme on l'appelle communément chez nous, les tontines, les associations, bon, je vais prendre un exemple, le Lions Club. Nous avons également des organismes de prévoyance et de sécurité sociale, à l'instar de la CNPS. Nous avons également des établissements publics et confessionnels. Nous avons également des établissements concernant par exemple le secteur de la santé. Nous avons également, à ce titre, nous avons les écoles publiques, le lycée, les universités, les hôpitaux publics, les hôpitaux confessionnels. D'une manière générale, en fait, il s'agit de tout organisme ayant ou non une personnalité juridique et dont la mission principale n'est pas la réalisation d'activités commerciales. Comme prochain point, on va parler des exonérations fiscales. Les personnes morales citées ci-dessus, au titre du bénéfice du régime d'imposition des organismes à but non lucratif, sont exonérées des impôts et taxes. À ce titre, nous avons la contribution de patente, nous avons l'impôt sur les sociétés, la taxe sur la propriété foncière, bien sûr s'ils sont propriétaires. Le bénéfice de ce régime permet l'extension de l'exonération de l'impôt sur les sociétés à de nouvelles entités qui n'étaient pas explicitement citées dans le champ des exonérations prévues à l'article 4 du Code général des impôts. Il s'agit dans ce cas des sociétés ou organismes reconnus d'utilité publique dont l'exonération n'était applicable que lorsqu'ils étaient chargés du développement rural. Et nous avons par exemple aussi des associations de toute nature, de droit et de fait, ainsi que les mutuelles. Nous avons également des organismes de prévoyance et de sécurité sociale qui ne seront plus uniquement de la compétence de la Caisse nationale de prévoyance sociale, c'est-à-dire la CNPS. Nous avons également des établissements publics d'enseignement qui seront, c'est-à-dire touchés par la mesure. Nous avons également l'assujettissement à certains impôts et droits et taxes. Nous avons les organismes à but non lucratif sont passibles des impôts, droits et taxes qui suivent. Nous avons par exemple la TVA sur les biens et services acquis dans le cadre de leur fonctionnement. Ils sont assujettis à la TVA lorsqu'ils réalisent des opérations taxables conformément aux dispositions des articles 125 et suivants du Code général des impôts.
Nous avons également l'assujettissement aux droits d'enregistrement et de timbre. Également l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers sur le placement, ce qu'on appelle communément l'IRCM. Nous avons également les retenues d'impôts et taxes pour lesquelles ils sont des redevables légaux. La loi de finances 2022 a procédé à beaucoup de réaménagements, beaucoup. À cet effet, nous avons beaucoup d'obligations fiscales. Je suis sûr de moi que je suis sûr de moi que ça avant l'adoption de la loi 2022, l'obligation d'immatriculation fiscale en qualité de redevable réel ou légaux. C'est l'article 1 du livre de procédure fiscale issu de la loi de finances de 2015. Abel, on t'entend pas bien, s'il te plaît. Et les associations étaient également assujetties au paiement de l'IEPP pour la part des activités commerciales qu'elles réalisaient. La loi de finances de 2022 vient juste renforcer cette obligation d'immatriculation. L'exigence de l'immatriculation s'inscrit dans une démarche d'instauration du civisme fiscal, tout comme elle permet de recenser les sources potentielles de captation de revenus. Le défaut d'immatriculation est sanctionné d'une amende forfaitaire pouvant aller jusqu'à 5 millions, confère article L104 du livre de procédure fiscale, et il peut également entraîner la déchéance du droit d'exercer, l'interdiction de soumissionner des marchés publics, l'interdiction d'importer, et même entraîner la publication au journal officiel ou l'affichage au public du non-contrevenant. La référence, c'est l'article L105 du livre de procédure fiscale. Nous avons également comme obligation fiscale, comme réaménagement, nous avons également l'assujettissement des activités commerciales à un impôt sur le revenu de l'ordre de 15%. Lorsqu'un organisme à but non lucratif réalise des activités commerciales, il est assujetti à l'impôt sur le revenu au taux réduit de 15%. CAC compris, on aura facilement 16,5%, je pense que vous l'avez compris, sur la quote-part des activités commerciales réalisées. C'est une précision vraiment apportée, c'est-à-dire sur la quote-part des activités commerciales réalisées. Cet impôt est acquitté en fin d'exercice et à cet effet, un acompte de 1% avec le CAC, ce qui nous donne 1,1% du chiffre d'affaires des activités commerciales des organismes à but non lucratif est reversé mensuellement auprès des centres des impôts de rattachement. Le dit acompte constitue, on va dire ça comme ça, le minimum de perception. Le taux préférentiel d'acompte de l'IS est motivé par le fait que quand bien même les activités réalisées par ces organismes peuvent concurrencer celles du secteur marchand, les bénéfices qui en résultent, le cas échéant, ne sont pas distribués et mieux sont réinvestis parfois dans les missions statutaires de ces organismes. Nous le voyons tous généralement dans nos tontines, généralement à vocation parfois sociale ou d'intérêt public. Nous avons également l'obligation des déclarations mensuelles des impôts et des taxes sur l'ensemble, c'est-à-dire des activités commerciales qu'on a eu à réaliser, c'est-à-dire au plus tard le 15 du mois, selon qu'on ait réalisé le mois qui vient juste après qu'on ait réalisé un ensemble de prestations ou de livraisons, selon les cas. On a l'obligation de déclarer annuellement la déclaration statistique et fiscale, c'est-à-dire la DSF, d'après les mentions du législateur. Le modèle sera fourni par les services des impôts, accompagné d'un état détaillé de toutes les sommes versées au tiers au cours de l'année fiscale écoulée. Donc, c'est un modèle qui sera fourni par les services des impôts. On a également l'obligation de tenir une comptabilité séparée. Dans tous les cas, les organismes sans but lucratif tiennent obligatoirement une comptabilité distincte, retraçant les opérations liées à leurs activités à caractère commercial. Dans l'ensemble, ces mesures visent comme objectif l'identification de tous les organismes à but non lucratif, afin de capter des recettes fiscales sur certaines activités commerciales menées depuis lors c'est-à-dire de manière informelle. Cela s'inscrit dans une démarche d'élargissement de l'assiette fiscale et de sécurisation des recettes fiscales. Les nouvelles dispositions relatives au régime des organismes à but non lucratif s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2022. Nous avons également, avant la loi de finances pour l'exercice 2022, le visa du directeur général des impôts qui était requis pour toutes les demandes de remboursement de crédit de TVA
pour toutes les demandes de remboursement de crédits de TVA introduites par les organismes reconnus d'utilité publique. Cette situation ralentissait le traitement des dossiers de remboursement au niveau des services compétents du directeur général des impôts. Depuis le 1er janvier 2022, le visa préalable du directeur général des impôts n'est plus requis dans le traitement des dossiers de remboursement des crédits de TVA des organismes reconnus d'utilité publique, et les remboursements sont acquis dès la validation du crédit de TVA par le centre de rattachement. Le prochain point concerne l'assujettissement de la TVA aux établissements d'enseignement et de santé. C'est une mesure qui a été instituée à la base. Le régime fiscal en lui-même a été institué par la loi de finances je pense, de l'exercice de 2017. Les établissements privés d'enseignement, de formation et de santé, laïcs ou confessionnels, font l'objet de mesures fiscales favorables avant la loi de finances de 2022. Le secteur de l'éducation, précisément les établissements privés d'enseignement, bénéficiaient déjà de certaines exonérations, notamment sur l'IS et les bénéfices industriels et commerciaux. Lorsqu'ils ne poursuivent pas un but lucratif et d'une exonération de la TVA sur les frais de scolarité et de pension dans le cadre normal de l'activité. La loi de finances 2017 a étendu cette mesure aux établissements de formation et de santé, indifféremment de leur laïcité et de leur statut confessionnel comme les églises, tout en étendant l'exonération de la TVA tant à l'activité principale qu'aux services accessoires. Avec la nouvelle loi de finances de 2022, le législateur, dans le souci de l'élargissement de l'assiette fiscale, a supprimé le bénéfice de l'exonération de la TVA à ces établissements. Cette suppression s'arrime avec le nouveau régime fiscal sûrement des organismes à but non lucratif qui désormais sont assujettis à la TVA sur les activités commerciales. On a procédé à beaucoup de réaménagements également. On a la circulaire de la loi de 2017 qui précisait les entités bénéficiaires du régime de promotion des établissements bancaires et de santé sont des établissements dûment agréés par l'autorité compétente. Il s'agit des établissements privés laïcs ou confessionnels d'enseignement et de formation à tous les niveaux de l'enseignement et de la formation, à savoir l'enseignement maternel, primaire, secondaire, général et technique, supérieur, professionnel et normal. Allô? Comme prochain point, nous avons le relèvement de 5% à 11% du taux de l'impôt sur les revenus fonciers aux contribuables ne subissant pas de retenue à la source. Avant la loi des finances de 2022, les contribuables bénéficiaires des revenus fonciers ne subissant pas de retenue à la source étaient tenus de payer sur déclaration, au plus tard le 15 du mois, puis sur la fin de chaque trimestre de l'exercice fiscal, un acompte d'impôt sur le revenu des personnes physiques fixé à 5% du loyer effectivement perçu. Pour rappel, sont dispensées cette mesure au sens de l'article 97 du Code général des impôts, les loyers versés aux entreprises au régime dural et relevant exclusivement des unités de gestion spécialisées. Bon, nous avons pour ce cas des sociétés civiles immobilières ayant opté pour l'impôt sur les sociétés, les personnes physiques et les entreprises individuelles soumises au régime de l'impôt libératoire lorsqu'elles réalisaient des opérations entre elles. D'accord. Allô? Nous allons passer Je à la te passe la présentation. parole, Serge. D'accord. Bonjour à tout le monde. Merci Abel pour la présentation. Je pense qu'elle a été longue peut-être, mais il fallait recadrer et préciser le régime fiscal lié aux associations. Ce n'est pas un dispositif fiscal nouveau, c'est juste des clarifications qui ont été apportées par l'administration fiscale. Voilà, donc nous allons poursuivre la présentation, mais j'aimerais savoir si tout le monde voit notre présentation à l'écran. Oui, la présentation est visible.
D'accord, on me confirme que la présentation elle est visible. Donc, la première mesure, c'est la troisième mesure dont vous avez dû constater que Abel a présenté le quatrième point. Et là, nous allons continuer, nous allons rentrer un peu en arrière avec le troisième point sur les mesures de rationalisation, sur les mesures de rationalisation fiscale. Il s'agit ici des mesures dont l'objectif consiste à améliorer soit le climat des affaires, soit à mieux suivre les contribuables. La première mesure concerne la dispense de l'exigence préalable de présentation d'une attestation d'exonération pour bénéficier de l'exonération de TVA sur certaines opérations. Pour rappel, les articles 122 et 128 du Code général des impôts ont listé un certain nombre de biens ou d'opérations qui étaient exonérés de TVA. Mais seulement le bénéfice de cette mesure était assujetti à la présentation par le contribuable d'un titre d'exonération de TVA qui était délivré par le directeur général des impôts. Seulement, le contribuable devait construire un dossier dans lequel il devait, dans un dossier dans lequel il y avait une demande d'exonération, il devait en outre produire, dans le cadre de sa demande, une facture pro forma mentionnant le montant de la TVA ainsi que la liste des biens visés. Voilà, donc en vue de limiter, c'est-à-dire en vue de mettre fin aux défaillances ou bien au retard qu'on a constaté dans la délivrance de l'attestation d'exonération de TVA, le législateur fiscal a, dans le cadre de la loi de finances pour l'exercice 2022, décidé de l'exonération de ce titre. Donc désormais, tous les biens ou bien les opérations qui sont exonérées de TVA seront, c'est-à-dire lors de la commande, c'est-à-dire auprès des différents clients. Donc, il ne sera plus demandé aux contrôleurs de produire ce titre. Donc, mais nous tenons toutefois à rappeler les services de facturation des entreprises concernées de connaître leurs clients comme le médecin connaît ses patients. Donc, elles devront par conséquent vérifier que l'entreprise est soumise au régime du réel et que la liste des biens entre bien dans le champ de l'application des dispositions des articles 122 et 128 du Code général des impôts. Sinon, en cas de contrôle, les services fiscaux pourront exiger le paiement de la TVA exonérée sans préjudice des pénalités de retard. La prochaine mesure concerne l'allègement des conditions d'obtention de l'attestation de non-redevance. Pour mémoire, l'attestation de non-redevance est délivrée aux contribuables à jour de leurs obligations fiscales. Donc, elle a une période de validité de 3 mois. Mais toutefois, l'administration fiscale avait estimé qu'on pouvait délivrer les attestations de non-redevance aux contribuables redevables des dettes fiscales, mais à la condition que ces derniers puissent obtenir soit un souci de paiement, soit un moratoire. Dans le cadre de la loi de finances pour l'exercice 2022, en dehors de ces deux conditions, le législateur a prévu qu'il était possible pour un contribuable redevable des dettes fiscales d'obtenir une attestation de non-redevance à la condition que le délai de paiement des impôts émis à la suite d'un AMR ne soit pas échu. Donc, pour les impôts à versement spontané, le délai de paiement c'est-à-dire de ces impositions de 15 jours, ainsi que les impositions relatives à une taxation d'office. Pour les contrôles fiscaux, le délai de paiement de l'AMR est de 30 jours. Nous pensons que c'est-à-dire que l'objectif de la mesure est quand même de rétablir une certaine cohérence de la mesure. Dans le cas où on ne comprenait pas pourquoi on appliquait déjà une sanction à un contribuable alors que le délai de paiement des impositions n'était pas encore échu. Parce que le principe même de l'application de la sanction fiscale, c'est qu'il faudrait que le contribuable soit défaillant à l'issue de la période qui lui est réservée pour payer ses dettes fiscales.
Voilà, j'aimerais savoir si tout le monde voit la présentation. Est-ce que vous pouvez nous faire un retour? Voilà, donc on me fait comprendre que tout le monde voit la présentation. Dans la prochaine mesure, ce sont l'aménagement des conditions de gestion des contribuables dans le fichier des contribuables actifs de la DGI. Voilà, pour ceux qui ne voient pas la présentation, donc nous essayons autant que possible de résoudre cet incident. L'objectif de la mesure est bien entendu d'assurer un meilleur suivi des contribuables dans le fichier des contribuables actifs de la DGI. Le fichier des contribuables actifs de la DGI, c'est quoi? C'est une plateforme dans laquelle on retrouve toutes les entreprises et les non-professionnels immatriculés au Cameroun. La loi de finances pour l'exercice 2022 a apporté quelques aménagements concernant la gestion de ce fichier. Pour l'inscription des contribuables au fichier, elle a lieu après la première déclaration par le centre des... après la validation de la première déclaration par le centre des impôts gestionnaires. Nous avons pu vérifier cela c'est-à-dire auprès des contribuables que nous avons accompagnés ces derniers temps dans le cadre de leur procédure d'immatriculation. Nous avons pu constater, par exemple, pour un contribuable qui a été immatriculé au mois de novembre, et donc la procédure d'immatriculation en ligne avait été suivie, que ce contribuable a commencé à apparaître dans le fichier au mois de décembre, notamment vers le 10 décembre, après avoir procédé à la déclaration synthétique des impôts du mois de novembre. Voilà, s'agissant du retrait des contribuables du fichier des contribuables actifs de la DGI, il faudrait noter que pour les entreprises, la disposition en vigueur avant la loi de finances pour l'exercice 2022 a été maintenue. Donc, les contribuables des entreprises notamment, c'est 3 mois, d'office, elles sont retirées du fichier des contribuables actifs de la DGI. Et pour le cas des non-professionnels, c'est-à-dire les personnes physiques, par exemple salariés, ou d'autres personnes physiques qui exercent peut-être dans le secteur informel, qui ont été immatriculées, leur retrait intervient, c'est-à-dire à l'issue de la première déclaration annuelle non souscrite. Donc, on sait que depuis 2020, le délai de déclaration des impôts pour les contribuables non professionnels est fixé au 30 juin. Donc, nous pensons qu'avec cette mesure, donc, si un contribuable n'a pas déclaré, par exemple, les impôts de 2021 au 30 juin 2022, son retrait ne peut intervenir qu'au 1er juillet 2023. Voilà, donc nous poursuivons avec la prochaine mesure. Ce sont les aménagements concernant les obligations déclaratives lors de la procédure d'immatriculation, notamment avec la suppression de la certification de l'attestation de localisation. Donc, avant la loi de finances pour l'exercice 2022, l'attestation de localisation était... l'attestation de localisation était certifiée par le chef de centre gestionnaire du contribuable à l'issue de la descente sur le terrain de l'agent de l'agent de vérificateur du centre, donc qui allait sur le terrain et attestait de la localisation effective de l'entreprise, donc de son siège social ou bien du lieu où elle exerce ses activités. Et à l'issue de la descente de l'agent sur le terrain, le chef de centre signait l'attestation de localisation. Mais toutefois, on avait constaté que pour la descente, par exemple, de l'agent de vérificateur sur le terrain, les entreprises étaient obligées de payer des pots de vin pour pouvoir obtenir la certification de leur attestation de localisation. Donc, afin de mettre fin à cette pratique, donc, le ministre des Finances a dû, au cours de l'année 2021, prendre
un arrêté dans lequel il précisait que, en attendant l'aboutissement de la dématérialisation de la localisation en ligne, donc le seul document qui était exigé des contribuables pour attester de leur localisation, c'est un plan de localisation que ces derniers renseignent et dans lequel ils certifient sous l'honneur la mention portée sur ce plan de localisation, notamment le nom du quartier, le nom du quartier, le lieu dit. Et le lieu dit. Voilà. Est-ce que tout le monde voit la présentation? Parce que nous avons fini avec les mesures liées aux opérations, à la rationalisation fiscale. Donc, la dernière grande thématique que nous allons aborder concerne les mesures liées aux opérations d'import-export. Donc, comme vous pouvez le constater sur la slide de présentation qui regroupe à peu près une synthèse des mesures, donc elle concerne différents secteurs. On a le secteur forestier, on a le secteur agricole, on a le secteur de l'élevage, on a le secteur de la santé humaine et l'importation des véhicules également. Voilà, s'agissant du secteur forestier, on a une exonération des droits et taxes à l'importation destinée à la transformation poussée du bois. Il faudrait noter que le développement de l'industrie de transformation du bois fait partie des priorités du gouvernement et des pays de la sous-région depuis au moins une quinzaine d'années. Mais seulement les États n'arrivent pas c'est-à-dire à arriver à interdire ces opérateurs à exporter les grumes. Donc, ce qui fait qu'au niveau de la sous-région, les pays s'étaient entendus d'interdire l'exportation des grumes dès le 1er janvier 2022. Donc, il y a un constat qui a été fait, c'est que les entreprises forestières n'étaient pas prêtes et les pays de la CEMAC ont dû différer l'entrée en mesure de cette mesure pour le 1er janvier 2023, en raison de l'absence, bien entendu, de la maturation des projets d'investissement dans l'industrie de transformation. Et les États se sont engagés Vous me voyez? Voilà, et les États s'étaient engagés chacun de son côté à accompagner les entreprises forestières dans la transition. Et dans le cadre de la loi de finances pour l'exercice 2022, le législateur a mis en place certaines mesures en faveur, donc notamment en matière d'importation des équipements. Donc, depuis le 1er janvier 2022, les équipements destinés à la seconde et à la troisième transformation du bois, donc ce qu'on appelle généralement la transformation poussée du bois, bénéficient de l'exonération des droits et taxes à l'importation. Donc, le ministre des Finances a pris un arrêté en fin décembre, donc je pense le 30 décembre, pour préciser la liste prévisionnelle des biens d'équipement susceptibles de bénéficier des exonérations. Donc, la consultation de cette liste a permis de relever que les biens concernés relèvent du chapitre 84 du tarif des douanes CEMAC. Et ces biens, normalement, doivent être soumis à un taux de droit de douane variant entre 10 et 20%. Donc, selon la nature de l'équipement importé. Donc, nous pensons que l'exonération des droits de douane va permettre au secteur, aux entreprises concernées, de pouvoir faire une économie d'impôts s'agissant des droits de douane et que cette économie pourra être réinvestie dans l'achat des équipements. Toutefois, on note néanmoins une augmentation des droits de sortie à l'exportation des grumes qui passe de 35 à 50%. Tout le monde peut constater que depuis au moins tous les 2 ans à peu près, le gouvernement relève le taux de droit de sortie applicable à l'exportation des grumes. Par exemple, en 2018, ce taux était de 30%. Il est passé à 31% en 2021 et il est passé à 50% en 2022.
Donc, nous pensons que tant qu'en interne, les entreprises forestières ne se mettront pas à nouveau, le gouvernement va continuer à taxer davantage l'exportation des grues. Voilà, la deuxième mesure concerne, s'agissant du secteur agricole, concerne l'exonération des droits et taxes de douane à l'importation des biens d'équipement et semences améliorés destinés au secteur de l'agriculture. Donc, tout le monde le sait, c'est-à-dire l'amélioration de la productivité du secteur agricole afin de garantir la sécurité alimentaire du Cameroun et de toutes les régions du pays fait partie des défis que le gouvernement tente de relever depuis certaines années. On a constaté par exemple que dans les régions par exemple de l'extrême nord qui sont frappées par la sécheresse ou par des calamités naturelles en dehors, c'est-à-dire notamment les inondations, les cultures sont détruites. Donc dans ce cadre, afin d'augmenter la production agricole, le gouvernement a dans le cadre de la loi de finances pour l'exercice 2022, faciliter pour ce secteur d'activité l'importation d'un certain nombre d'équipements, dont notamment les serres agricoles. Donc les serres agricoles sont en quelque sorte une sorte de chapiteau, donc une sorte de chapiteau donc, qui recouvre les cultures, donc ça les protège contre les intempéries, contre les agressions, par exemple, des sauterelles qui détruisent les cultures. Donc, qui détruisent les cultures. Et c'est une expérience, par exemple, que le gouvernement a tirée d'autres pays, par exemple en Israël, où l'utilisation des serres agricoles est généralisée et qui a permis, par exemple, à Israël de devenir un grand pays agricole. Pourtant, c'est un pays désertique. Donc, voilà, donc les serres sont exonérées des droits de douane, alors qu'auparavant, elles étaient soumises aux droits de douane de 10%. Il s'agit également du cas des semences agricoles variées, donc, qui peuvent être des racines, des boutures, donc qui sont également exonérées des droits de douane, alors que le taux de ces semences varie entre 50 et 30% selon le type de semences. Nous avons le droit de sortir à l'importation sur le poivre et le miel afin de redynamiser ce secteur. Donc, afin de redynamiser ce secteur qui, voilà, qui fait c'est-à-dire la renommée du Cameroun à l'international. Par exemple, on a le poivre de Pendia qui est labellisé. Donc, nous pensons que l'exonération des droits et taxes va permettre, c'est-à-dire va donner un souffle nouveau, c'est-à-dire notamment aux petits producteurs. D'autres mesures concernent voilà, la taxation au droit d'acide ad valorem à l'importation de certains produits locaux. Donc, on a constaté que le marché local était inondé des produits agricoles, c'est-à-dire qui sont importés. Si vous faites un tour dans les grandes surfaces, vous constaterez qu'on vend là-bas des pommes, Allô? jugés ou bien estimés être des produits de luxe, ce qui n'est pas le cas avec les produits qui sont visés par la mesure. Voilà, et dans le secteur de l'élevage également, donc on a constaté que la même mesure qui a été appliquée au secteur agricole s'étend également au secteur de l'élevage où l'importation des semences, c'est-à-dire animales, améliorées destinées au renforcement du secteur de l'élevage bénéficie des droits, de l'exonération des droits et taxes des douanes à l'importation. Mais toutefois également en matière d'importation, on a constaté que le législateur a institué c'est-à-dire un droit d'acide ad valorem sur l'importation de la viande. Donc, il s'agit ici des abats comestibles d'animaux, des espèces bovines, caprines et volailles.
Est-ce que tout le monde reçoit la présentation? Alors, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout le monde reçoit la présentation? Voilà, nous allons poursuivre avec le secteur de la santé humaine. Donc, dans l'objectif de la mise sur place de la couverture santé universelle qui est prévue dans les prochains mois, dont le gouvernement a exonéré des droits et taxes à l'importation certains biens d'équipement destinés, c'est-à-dire à relever le plateau technique des centres de santé, notamment les hôpitaux publics et les hôpitaux privés. Donc, également, les vaccins pour la santé humaine et les logiciels à usage médical ont été exonérés des droits et taxes de douane à l'importation, comme on peut le voir c'est-à-dire sur la présentation, dont l'objectif est de permettre, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, de relever le plateau technique des centres hospitaliers, mais de permettre également aux couches sociales défavorisées de pouvoir bénéficier des soins de santé de qualité et à faible coût. La dernière mesure concernant les droits et taxes de douane concerne le réaménagement du dispositif de taxation des véhicules usagés, ce qu'on appelle communément ici chez nous les véhicules d'occasion. Donc, comme mesure, donc, il y a un élargissement des référentiels d'évaluation des véhicules en cours d'usage. Donc, par défaut, la taxation en douane des véhicules d'occasion ne suit pas le régime prévu par l'article 26 du Code des douanes de la CEMA qui consiste à taxer les biens et les marchandises sur leur valeur transactionnelle. Donc, en raison de la spécificité du secteur des véhicules d'occasion, donc la taxation de ces biens à la douane obéit à d'autres principes, dont notamment ici en zone CEMAC, les véhicules d'occasion, par exemple, qui étaient importés, donc on se servait pour l'évaluation de leur valeur en douane des cotes contenues dans des référentiels, notamment la cote de l'Argus qui concerne les véhicules, on va dire, d'origine européenne, et le Blue Kelly qui concerne les véhicules d'origine américaine. Mais en raison de la mondialisation des échanges, on a constaté que les professionnels de ce secteur dans les marchés asiatiques ou bien au Moyen-Orient, où les prix des véhicules d'occasion sont vendus à des prix un peu plus bas. Donc, ce qui fait que dans le cadre de la loi des finances pour l'exercice 2022, donc le législateur accepte que pour l'évaluation de ces valeurs en douane, on prenne des prix qui sont fixés par certains sites marchands ou bien par des marchés d'exportation, et que lorsque la consultation de ces différents référentiel aboutit c'est-à-dire à plusieurs valeurs, donc on retient la moyenne des valeurs des différents référentiels. Et également, concernant cette mesure, on a adapté la taxation des véhicules d'occasion en fonction de leur état, parce qu'on avait constaté que l'importation des véhicules d'occasion pouvait donner lieu à un changement de position tarifaire, donc, ce qui facilitait ou bien était susceptible de corruption. Par exemple, comme vous voyez sur la présentation, dans les véhicules qui sont présentés, d'occasion qui sont présentés sous forme de montée ou montée, de stations taxées à la douane autour de 10 à 30%. Par contre, les véhicules qui sont présentés sous forme de coupés sont assimilés aux pièces détachées et sont taxés autour de 20% de droits de douane. Ce qui fait que pour un véhicule, par exemple, démonté ou monté qui devait être classé à la portion, qui devait payer 30% des droits de douane, donc on lui attribue la portion tarifaire assimilable à celle des pièces détachées. Donc, ce qui fait que ces opérateurs optimisaient sur le paiement des droits et taxes de douane. Donc, ce qui fait que pour l'exercice 2022, donc maintenant, lorsqu'un véhicule est présenté sous forme découpée, le taux de droit de douane applicable est de 20%.
Et lorsqu'il se présente sous forme de montée ou montée, il est assimilé à un véhicule entier et le taux de droit de douane varie de 10 à 30%, comme je l'ai expliqué, en fonction du type de véhicule, véhicule de tourisme ou véhicule utilitaire. Donc, voilà en grosso modo les mesures liées aux opérations d'import-export. Donc, il faudrait savoir que beaucoup de secteurs ont été impactés donc, dans le cadre de la loi des finances, donc, notamment le secteur pétrolier avec la réduction du taux de la TSR en vue d'encourager, comme l'a expliqué Marceau, la recherche et le développement dans le secteur pétrolier. Il y a le secteur du bois, par exemple, qui a été impacté. Donc, nous remercions. Et je repasse la main à Marceau pour la suite. Alors, oui, nous sommes arrivés au thème de notre présentation. J'espère que tout le monde a pu trouver satisfaction sur les différents points qui ont été abordés, a pu se retrouver dans une disposition ou une innovation de la loi de finances 2022. Nous allons passer à l'épreuve, à l'autre étape concernant les réponses aux questions posées sur le chat. Nous n'en avons pas reçu plusieurs, mais déjà pour élaguer quelques-unes, il y a la question de M. Christian. En ce qui concerne les prestations de services intra-groupe à l'international, aucune modification à cet effet, notamment sur l'assistance technique, non. La loi de finances de 2022 n'a pas eu des dispositions concernant les services intra-groupe. Tout a été abordé dans les lois de finances précédentes. Nous avons également la question de... Voilà. Nous avons la question de Madame Mireille qui voudrait savoir si les congrégations religieuses qui ont dans leurs activités le secteur éducatif, en fait, quel est leur régime fiscal? Comme on a précisé tout à l'heure, concernant les associations à but non lucratif, une congrégation religieuse, c'est une association religieuse. Elle est soumise au régime des organisations à but non lucratif, donc elle a l'obligation d'immatriculation, de déclaration, et étant donné qu'elle réalise en plus des activités économiques, elle a l'obligation de déclaration d'un acompte mensuel de 1% et du dépôt de la DSF et subir le taux de 15%. Concernant le secteur éducatif, que ce soit avec la suppression de l'exonération de la TVA, cet établissement est assujetti à la TVA. Exactement, donc toutes ces obligations-là pèsent sur ces entités depuis le 1er janvier 2022. Voilà, Marceau, si je peux me permettre de réagir sur la fiscalisation concernant les congrégations religieuses, il faudrait noter que pour les congrégations qui bénéficient des conventions d'établissement avec l'État du Cameroun, donc voilà, et les autres organisations qui ont des conventions d'établissement et des tests particuliers donc en leur disposition qui les exonèrent du paiement des droits et taxes, donc la mesure ne leur est pas applicable. Quel est l'impact au niveau des impôts pour une entreprise qui dépose une DSF vierge vu qu'elle n'a aucune prestation au cours de l'exercice 2021? Donc, la DSF est censée refléter la réalité des activités de l'entité au cours de l'exercice. Si l'entité n'a pas réalisé d'activité commerciale au cours de l'exercice, c'est normal que la DSF ne retranscrive pas les informations relatives à la réalisation d'un chiffre d'affaires. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à cela. Concernant l'amendement de l'article 21, alinéa 3 au sujet des précomptes, est-ce à dire que les entreprises du secteur du commerce ne sont plus habilitées à retenir les précomptes sur leur vente
envers les personnes morales. Il y a eu la suppression cette année-ci du précompte sur achat, je pense, de 15% et de 20% pour les contribuables qui ne sont pas inscrits au fichier du contribuable et qui réalisent des opérations d'importation ou des ventes sous douane. Il n'y a plus l'obligation de retenir le précompte pour ces opérations. Par contre, elles sont soumises, ces personnes-là sont soumises au précompte de 10%. Serge, tu peux prendre concernant les remboursements de crédit de TVA concernent uniquement les secteurs à but non lucratif cette année-ci. Alors, je ne t'entends pas bien, Marceau. Tu dis quoi? Les réaménagements sur les remboursements de crédit de TVA concernent uniquement les secteurs à but non lucratif cette année-ci. Non, c'est-à-dire le régime reste applicable, tu vois, le régime de remboursement des crédits TVA reste applicable. La seule précision qui a été apportée par la loi des finances pour l'exercice 2022 concerne la suppression du visa préalable, voilà, du directeur général des impôts pour le remboursement des crédits de TVA des organisations à but non lucratif. Donc maintenant, dès que le centre gestionnaire des impôts a validé le crédit, donc l'organisme à but non lucratif concerné est éligible à c'est-à-dire remboursement. Mais le régime de remboursement en vigueur avant 2022 est toujours applicable. D'accord. N'hésitez pas nous avons laissé nos boîtes mail sur le chat. N'hésitez pas à nous contacter ultérieurement après le webinaire pour toute question, toute assistance concernant la fiscalité ou les questions juridiques. N'hésitez pas. Serge, une autre question. Le dédouanement des voitures d'occasion, quelles sont les mises à jour dans la loi de finances 2022? Voilà, je venais tout à l'heure de l'expliquer s'agissant de l'évaluation en douane. Donc, avant, il y avait deux référentiels par défaut. C'était c'est-à-dire pour évaluer la cote, donc pour déterminer la valeur en douane. Donc, on se servait de la cote de l'Argus qui était, qui est plus utilisée pour les véhicules d'origine française et européenne. Et le Blue Kelly Book pour les véhicules d'occasion d'origine américaine. Mais à raison de l'internationalisation des échanges, donc on a constaté, comme je l'ai expliqué, que les opérateurs importaient les véhicules depuis les marchés asiatiques ou bien au Moyen-Orient où les coûts sont plus bas que les véhicules d'occasion qui sont vendus en Europe. Et pour ce type de prestations, on a dû harmoniser c'est-à-dire les modalités d'évaluation. Donc maintenant, toutes les cotes. Donc, par exemple, si un véhicule, on prend un exemple lambda, peut-être une Mercedes C200, qui date, dont la première mise en circulation date peut-être de 2010, voilà, qui est achetée par exemple en Europe, si elle vous a coûté en Europe peut-être 10 millions, et que le même véhicule est vendu en Amérique, c'est-à-dire si le véhicule a la même caractéristique, le même kilométrage par exemple, que le même véhicule est vendu en Amérique peut-être à 5 millions, en Asie peut-être à 2-3 millions, donc on additionne toutes les valeurs et on retire la moyenne, et c'est sur la base de cette moyenne qu'on arrête le taux de droit de douane. Et maintenant, s'agissant de la taxation en douane, donc au niveau des véhicules d'occasion, lorsque le véhicule arrive, voilà, s'il n'est pas monté ou bien s'il n'est pas détaché, le taux de droit de douane applicable varie entre 10 et 30%. Donc 30% c'est pour les véhicules de tourisme et voilà, 10% pour les véhicules utilitaires, comme on le dit, pour les véhicules utilitaires. Mais par contre, la précision le recadrage qui est donné par la loi de finances concerne les véhicules présentés au cordon douanier sous forme en pièces détachées. Voilà, parce que si vous faites un tour, par exemple, au niveau de la zone de Bonabéré, ici à Douala, vous constaterez que les véhicules qui sont vendus de ce côté sont des véhicules qui ont été rassemblés. Donc, ces véhicules arrivent en pièces détachées au Cameroun. Donc, ce qui fait que pour ces opérateurs, par exemple, qui importaient les véhicules de tourisme, voilà, ils les importaient sous forme détachée. Au niveau de la douane, si le véhicule n'était pas complètement n'arrivait pas complètement en pièces détachées, et qu'il était monté, c'est-à-dire ou non monté, c'est-à-dire la carrosserie et d'autres éléments,
normalement, il doit être assigné à un véhicule entier. Donc, on lui applique un taux de droit de douane de 30%. Mais seulement au niveau des droits de la douane, on pouvait négocier. Voilà, on pouvait négocier l'affectation d'une portion tarifaire pour que le véhicule se présente comme étant une pièce détachée et importée. Et là, les droits de douane étaient de 20%. On a coupé tout court. Si le véhicule se présente sous forme de pièces détachées, les pièces sont assignées partout dans le conteneur, c'est 20%. Mais si le véhicule est quand même monté ou bien il y a juste quelques éléments qui ont le taux de droit de douane applicable est 30%. Merci. Nous allons bientôt mettre un thème aux séances questions-réponses. Bonjour Monsieur Lionel, y a-t-il des avantages particuliers pour une jeune entreprise qui date de moins d'1 an en ce qui concerne l'exercice 2022? Il n'y a pas eu des aménagements concernant les nouvelles entreprises cette année-ci. La loi de finances 2021 a défini un régime des startups, peut-être qui rentre, si vous rentrez dans le champ d'activité qui est défini dans cette loi de finances, peut-être de ces mesures fiscales avantageuses. Donc, je vous prie de retourner vers la loi de finances 2021. Il y a un régime fiscal des startups qui est défini. Voilà, Marceau, peut-être aussi il fallait apporter une précision. Je l'ai indiqué lors de l'introduction que les entreprises qui peuvent s'estimer avoir été oubliées par la loi des finances ne doivent pas s'inquiéter, c'est-à-dire, et qu'on a constaté que de nombreuses entreprises restent accrochées au test de la loi des finances pour voir est-ce qu'il y a des dispositions nouvelles concernant qui leur permettent d'optimiser leur gestion fiscale. Mais on peut leur assurer que dans le dispositif fiscal actuel, il y a par exemple la loi de 2013 sur les incitations à l'investissement prévues au Cameroun qui est un test d'ordre général qui permet aux entreprises sous condition de bénéficier des dispenses ou bien des avantages en termes de fiscalité interne ou bien en termes de fiscalité des ports. Mais le bénéfice de ces avantages mérite quand même que les entreprises restent accompagnées pour voir dans quelle mesure elles peuvent bénéficier de certains avantages. Bon, ça dépend des secteurs d'activité. Par exemple, pour les entreprises qui sont dans le oil and gas, on a vu tout à l'heure dans le secteur pétrolier, notamment au niveau des prestataires de services, par exemple, qui accompagnent des entreprises dans les opérations de recherche. On a vu par exemple la réduction du taux de l'ETSR qui passe de 5 à 3%. Par contre, également dans le code pétrolier, on retrouve de nombreux avantages fiscaux qui peuvent être concédés à ces entreprises en dehors du code général des impôts qui est un test d'ordre général. Donc, comme on le dit en droit, c'est-à-dire le particulier déroge sur le général. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, vous approcher de l'équipe du département TAS en légal où tous les collaborateurs restent disponibles à vous. Et puis, comme je l'ai expliqué, CAC, c'est une société d'expertise comptable. On a un département d'audit, les missions d'expertise comptable et puis des missions légales. On a le département Adivazori, qui est un département de conseil, et puis on a le département IT. Et bien entendu, le département TAS en légal. Donc, nous restons disponibles pour tout besoin d'accompagnement. Et donc on a, par exemple, comme je l'ai expliqué, on a développé en interne une application Legal Pilot qui permet d'automatiser en quelques minutes des documents juridiques usuels. Donc, les contrats de travail, les baux, les documents statutaires des entreprises, les procès-verbaux. Voilà, donc à travers cette application, donc, vous gagnez du temps. C'est-à-dire ça vous évite de répéter des tâches un peu macrophages et puis de mettre vos collaborateurs sur des missions peut-être à forte valeur ajoutée. Et le département TAS en légal également a développé une expertise, par exemple, dans la gouvernance des entreprises dont nous accompagnons les administrateurs, nous formons les administrateurs dans divers thèmes en collaboration avec les départements de l'audit, par exemple. Vous savez qu'on a une forte expérience dans le secteur bancaire, dans le secteur pétrolier, donc ces sujets sont maîtrisés et bien gérés en interne, donc il ne faut pas hésiter à nous contacter. Merci. Voilà, allô, oui. Revenant sur les propos de Serge, nous avons la prochaine échéance fiscale, c'est le dépôt de la DSF au plus tard le 15 mars. Nous avons
proposons un accompagnement dans ce sens, l'établissement de la DSF et la réalisation d'une revue fiscale annuelle approfondie afin d'éviter tout redressement ultérieur suite au dépôt de la DSF. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour ce service. Mais bon, nous arrivons bien évidemment. Voilà, si tu permets, je peux placer un dernier mot, bien évidemment, sur l'élaboration, par exemple, de la DSF. Donc, la revue fiscale consiste, voilà, c'est-à-dire à mettre l'entreprise peut-être au courant des différents, c'est-à-dire risques fiscaux qu'elle encourt. Et il est important voilà, de la faire avant même qu'il y ait peut-être des conseils d'arrêter des comptes. Et comme tu le disais, concernant le montant de la DSF, pour les entreprises qui ont des filiales et qui, à l'international, par exemple, bien qui sont des filiales des grandes structures internationales, donc nous accompagnons également dans la déclaration des frais de transfert. Donc, on a des modèles ici en interne que nous pouvons mettre à disposition des entreprises qui le voudront bien. Donc, nous vous remercions pour votre participation et nous vous souhaitons, comme on l'a dit à l'introduction de ce webinaire, une bonne et heureuse année 2022. Qu'elle soit la plus douce possible pour vous et bien entendu, nous restons ouverts. Il y a le mail de Marceau qui a été partagé pour toute demande d'accompagnement. Nous vous remercions. Nous vous remercions et nous vous souhaitons également une belle et heureuse année 2022. Merci d'avoir participé à ce webinaire et d'avoir été présent jusqu'au terme. Nous sommes assez nombreux, le chat est assez rempli. Nous apporterons des réponses ultérieures à certaines questions qui sont posées dans le chat. Si la boîte mail a été laissée, nous vous y répondrons. Ou si vous nous avez fait un mail, nous vous y répondrons sans souci. Merci beaucoup pour votre participation et au revoir à tous. Sí,